et salue des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. C'est tout de suite. Aujourd'hui, les métaux se plient en quatre sous les gestes harmonieux et maîtrisés de la joaillière Lise Villot. Des inspirations aux quatre coins du monde, mais les pieds toujours sur terre, c'est le designer Josy Lévy qui nous reçoit aujourd'hui. Féru de cacao, notre escapade parisienne est pour vous. Aujourd'hui, 3 adresses chocolatées pour les fondus de la Cabosse. Pour votre mariage ou pour vous rendre au dernier after branché, la couronne de fleurs est dans la place. Zoom sur les couronnes de Victoire. Beau pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Pointu. Révélez votre côté sorcière éco-friendly avec les ateliers du Bleuet. Les deux naturopathes et conseillères en herboristerie, Mathilde et Diane, n'ont pas de chapeau pointu sur la tête, mais plein de bonnes idées à l'intérieur. Au travers d'ateliers autour des bienfaits des plantes, elles dépoussièrent l'univers des plantes médicinales. Chapeau. Dans le Loiret et plus particulièrement à Saint-Martin-d'Abas se cache une curiosité qui fait rêver les facteurs de France. Ici, les habitants ont décoré leur boîte aux lettres pour le plus grand bonheur des employés de la Poste et des touristes. Kitsch artistique, moderne ou coquin, chacun a laissé cours à son imagination. Redonner vie aux dinosaures est désormais possible. Non, nous ne sommes pas dans un remake de Jurassic Park, mais grâce à l'ouvrage de Claire Faye, les coloriages de vos enfants se transforment en animation. Après quelques coups de feutre, on photographie notre œuvre avec un smartphone ou une tablette et grâce à une application, le tout s'anime comme par magie. Peine de cœur, gros chagrin ou larmes de croco, les mouchoirs sèche-larmes sont brodés à la main et ça, c'est une bonne raison d'arrêter de pleurer. Customisé avec un prénom dessus à offrir au moment de larguer votre mec ou brodé d'un animal trop mignon pour réconforter vos meilleurs amis. Le plus dur est de choisir. Le millefeuille est la spécialité des pâtissiers, mais pas seulement. Lise Villot, joaillière, travaille une drôle de technique au service de bijoux oniriques. Le travail du métal, Lise Villot l'envisage comme un art. Depuis 7 ans déjà, la jeune joaillière façonne ses créations dans son propre atelier. Une liberté essentielle pour conserver précieusement les valeurs de son artisanat. Aujourd'hui, dans les grosses entreprises de bijouterie, la fabrication se fait beaucoup maintenant par ordinateur et impression 3D. Ça prend moins de temps, c'est moins onéreux. Du coup, on a tendance à, entre guillemets, virer les anciens qui avaient des compétences et des savoirs qui, du coup, ne sont pas transmises. Et embaucher des jeunes qui n'ont pas de technique et qui se retrouvent à simplement gratter des fontes à la chaîne qui ont été designées sur un ordinateur. Et du coup, pour moi, c'est un problème par rapport à la richesse de nos savoir-faire, quoi. Ce savoir-faire mérite patience et minutie. Aujourd'hui, Lise doit terminer cette bague qu'elle a imaginée comme un puzzle. La joaillière veut ajouter de chaque côté de la pierre 2 petites épaulettes en mokomégane. Ça ne vous dit rien? Pas de panique, Lise nous explique tout. C'est un millefeuille de 2 aciers différents. Et en fait, on va souder plusieurs couches ensemble et ensuite les forger. Et une fois qu'on polit ou qu'on révèle le bloc d'acier, on retrouve en fait des motifs qui font un peu comme des veines de bois ou des choses comme ça. Au XVIIe siècle, les forgerons se servaient de cette technique pour orner les sabres japonais. Lise s'est réapproprié ce procédé rare pour ses bijoux. Ça s'est un petit peu perdu. Il y a quelques écoles dans le monde où c'est transmis. En France, pas du tout. Du coup, j'ai fait donc une formation chez un forgeron pour connaître les fondamentaux. Et ensuite, j'ai appliqué donc, sur les métaux non ferreux. D'abord en travaillant l'argent et le cuivre. Et ensuite en allant un peu plus vers la complexité, en mélangeant l'argent et l'or. Puis aujourd'hui, je commence à en faire en tout or. Pour ses épaulettes, Lise a choisi ce mokomégane mélange de cuivre et d'argent qu'elle a torsadé. Il faut maintenant le forger longtemps pour créer la forme voulue. Et après quelques coups sur la tête, Lise réchauffe le métal. En lui tapant dessus, en fait, la structure elle a commencé à devenir super tendue. Et au bout d'un moment, elle ne répond plus. Donc en recuisant, en fait, ça détend les molécules du métal
et il devient à nouveau mou et ça lui permet, on peut à nouveau le travailler. Si je tapais trop sur le bloc en mokomegane sans le recuire, et ben, j'aurais mes couches qui commenceraient à se dessouder. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter assez régulièrement. Fini les marteaux, place à la lime pour un travail tout en délicatesse. Lise veut créer des feuilles en métal pour le mieux identiques, mais la jeune artiste sait quand il faut s'arrêter. Je me laisse quand même un seuil de tolérance assez... Enfin, comment dire, je suis méticuleuse, mais je laisse la part aussi aux petits défauts qui donnent du charme à l'objet. On n'est pas dans la haute joaillerie où il faut que ce soit parfait. Je fais de la bijouterie d'art. Après quelques heures à forger, limer et brûler le métal, elle atteint bientôt son objectif. Je viens de terminer la forme globale en fait, des petites palmettes qui vont être fixées sur le corps de bague. Donc, du coup, je les ai façonnées de manière à ce qu'elles ressemblent un peu à des feuilles. Et donc maintenant, je vais les accrocher sur le corps de bague pour les souder, pour ensuite finir de les limer, les rendre belles, de manière à ce que la bague soit finie. Et après quelques coups de chalumeau, les pièces ne font désormais plus qu'une. Puis la bague trempe quelques minutes dans un bain d'acide sulfurique et d'eau. Maintenant que la pièce est décapée, je vais fignoler encore un peu la sculpture des feuilles, de manière à ce que je puisse à nouveau encastrer en fait, l'autre bague à l'intérieur, parce que pour le moment, ça passe plus. Derniers ajustements avec un triboulet pour accorder les anneaux. Et vous pourrez enfin passer la bague au doigt. Que ce soit l'aubois, le verre ou le laiton, les matériaux inspirent notre invité du jour. On pousse la porte de l'univers de José Lévy. D'abord virtuose dans l'univers de la mode, il l'est devenu dans celui des arts plastiques et décoratifs. Le designer José Lévy a plusieurs cordes à son arc. C'est au musée Guimet qu'il nous reçoit, un lieu dédié aux arts asiatiques. Au milieu des objets traditionnels, le designer expose un mobilier minimaliste, tout droit sorti des images de son enfance. Mes grands-parents avaient une entreprise d'arts martiaux et collectionnaient l'art japonais. Et donc très petit, j'étais habitué à voir des pièces d'art japonais, des paravents de lac, des armures de samouraï qui à la fois nous fascinaient. Et en même temps, mon plaisir a été de les découvrir et puis de travailler autour de ces souvenirs, de ce mobilier et de ces pièces et de les détourner pour effectivement faire une sorte de pièces qui à la fois s'en inspiraient et en même temps dépassaient aussi l'idée du souvenir. Durant sa résidence dans la villa Kuyojama à Kyoto, le créateur conjugue ses souvenirs au présent. Des objets ultra contemporains qui dialoguent librement avec le lieu. C'est donc naturellement que la présidente du musée a convié José Lévy. On est dans un hôtel particulier construit au début du XXe siècle, mais dans un style imité du XVIIIe. Et puis hop, on a des créations de José Lévy. Alors les créations de José Lévy, en plus, je dirais, elles dialoguent assez idéalement avec ce lieu, puisqu'il y a un jardin japonais avec un pavillon de thé, et qu'ici, eh ben, on est dans une transcription, je dirais, jardin d'appartement, version noire, version sur laquelle on peut marcher, et en outre avec des éléments centraux qui peuvent évoquer beaucoup de choses, notamment les pierres de rêve, utilisées par les lettrés chinois, utilisées dans le mobilier chinois. Après cette balade au musée, José tient à nous emmener dans l'antre de la création. Ses idées, ses envies se concrétisent ici grâce aux mains de ses artisans. Les savoir-faire sont la clé d'une idée aboutie. En fait, ce sont des outils sublimes, les savoir-faire. Et là, ici, il y a des gens qui ont un savoir-faire dingue. Et c'est en venant, discutant, échangeant pour effectivement arriver à ce qu'ensemble, on puisse faire en sorte que le projet aboutisse vraiment. Le designer travaille sur une série de miroirs, croisement de plusieurs cultures, interpellant le spectateur ou l'utilisateur. Il y a quelque chose qui peut évoquer l'Inde, le Japon, peut-être même l'Espagne. Enfin, en tout cas, c'est un mélange comme ça, à travers aussi diverses techniques, de différents matériaux. Il y a un mélange de matières, il y a à la fois du bronze, l'aluminium, un miroir qui est oxydé. Il y a plusieurs types de bois avec des patines particulières.
Voilà. Et c'est tube qui est un sens auquel on ne fait pas toujours très référence, qui est le son. Quand on regarde donc l'objet, on peut aussi l'animer avec ces petits détails sur les côtés. Là. Mais ça peut évoquer aussi des bijoux, tout ça. Enfin, c'est encore toujours une façon à chacun d'interpréter la pièce. C'est ça qui m'intéresse. Un miroir, une sculpture, objet troublant à la frontière de l'œuvre d'art. C'est cette ambiguïté poétique qui a donné envie à René de travailler avec José Lévy. Le créateur a rejoint cette entreprise de design électronique il y a 2 ans. José, ce qui m'a donné envie de travailler avec lui, c'est le romantisme qu'il pouvait apporter au produit. On est dans du produit industriel et on voulait raconter une histoire, on voulait créer une séduction et j'aime beaucoup l'approche de José par rapport à ce qu'il peut nous apporter en originalité, en identité visuelle, qui se dénote tout à fait de ce qui existe. Et c'est comme ça que José met aussi sa sensibilité au service de l'industrie, un domaine qui évidemment séduit cet électron libre. J'ai toujours aimé cette idée d'avoir un design qui est très accessible et néanmoins toujours avoir un regard exigeant et surtout de faire des projets que je n'avais jamais abordés. Enfin, l'idée de l'électronique, produit vraiment purement en design industriel, c'est très intéressant pour moi et de rencontrer des interlocuteurs que je n'avais jamais rencontrés et ces contraintes-là qui sont encore une fois comme une règle du jeu qui était intéressante pour moi à étudier. Alors à la question « Qui est José Lévy ?», on vous répondra forcément qu'il est un créateur définitivement inclassable. Bonjour José. Bonjour Katharina. José, on va évidemment parler de votre grande passion, le Japon, puisque vous nous recevez au musée Guimet, dans ce cadre qui vous correspond parfaitement. Alors, qu'est-ce qui vous fascine autant avec le Japon? Si on peut le décrire en quelques mots. Déjà, tout simplement, la beauté du Japon. En fait, ce que je préfère même au-delà des villes du Japon que j'aime beaucoup, ce sont les villages ou les bords de mer ou la nature. Ce rapport avec la tradition me plaît énormément aussi. Même si parfois je peux sentir qu'il y a un rapport qui est un petit peu trop figé et un petit peu trop respectueux. Je pense que l'idée de respecter une tradition et une histoire, c'est justement de la faire, en la respectant, la faire advenir à notre époque. José, on vous décrit souvent comme un designer sentimental. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais un ami qui, quand on lui disait que son travail était poétique, il disait c'est la moindre des choses. J'ai envie de reprendre cette idée-là, sentimentale aussi. Après, je pense que c'est bien d'être sentimental jusqu'à une certaine mesure. Je pense par exemple que quand on dessine des objets, il faut mettre effectivement... Enfin, c'est ce que je fais sur tous les projets que je dessine. Je mets énormément de cœur et d'énergie sur tous les projets. Après, l'idée de l'attachement aux choses doit être toute relative. Moi, si vous voulez, un projet que je dessine n'a d'intérêt que s'il rencontre un collectionneur, un consommateur, quelqu'un, et qu'il s'insère dans la vie de ces gens-là. Et d'ailleurs, vous avez dessiné pour la grande distribution, pour une marque de grande distribution, ouais, aussi bien que pour des musées, des collectionneurs. Ouais. C'est toujours la même implication, oui, la même passion. Oui. D'ailleurs, dans l'exposition que j'ai faite à Guimet, qui était donc une conversation entre des pièces de mobilier et des pièces que j'ai pu dessiner pour différentes galeries, différents éditeurs et aussi cette marque de distribution, il y avait donc une pièce qui était là, à côté de miroirs que j'ai pu dessiner pour d'autres gens, qui était beaucoup plus cher. Donc au contraire, c'est une chance de pouvoir à la fois... Tout faire. Tout faire, je ne sais pas, enfin en tout cas j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais en tout cas avoir cette approche qui peut être la même avec un objet qui va coûter quelques euros et un objet qui va en coûter beaucoup plus. Une fois que vos objets existent, vous aimez bien que celui qui les possède, qui les achète, qui les regarde, se les approprie de façon libre. Oui, c'est même quelque chose que je favorise et j'aime même qu'on imagine des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Je pars toujours d'un point de départ assez narratif et qui est souvent un projet, un souvenir personnel. Maintenant, c'est un point de départ. Au final, l'objet va bien sûr évoluer en fonction de sa fabrication, de l'évolution d'un projet, mais une fois que le projet existe, l'objet ou l'installation, ou en tout cas la pièce existe,
j'ai l'envie qu'elle ne m'appartienne pas complètement non plus. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit vivre dans la vie de l'utilisateur et les usages sont très ouverts. Vous devez créer beaucoup d'objets et pas tous sont édités, pas tous voient le jour. Est-ce que parfois c'est aussi une certaine frustration de ne pas pouvoir exprimer tout ce que vous avez voulu dire ? Alors, j'évite de justement réfléchir à des choses qui n'existeront pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand je rencontre un éditeur ou une galerie, en tout cas quelqu'un qui a envie de travailler avec moi et moi avec lui, en fait, on réfléchit à des projets qui vont exister. C'est-à-dire que je ne décide jamais, j'ai envie de dire, dans le vide, juste pour dessiner. Parce que justement, si je dessine des projets qui pourraient exister, je cours à la frustration s'il ne se passe pas. Et la frustration, elle vous gagne toujours de toute façon. Donc, ce n'est pas la peine d'aller la chercher. Donc, a priori, non, les projets existent. Ce que je dessine existe. Et qu'est-ce qui prime pour un objet ? La fonctionnalité ou l'esthétique, la beauté ? Quand vous créez, vous pensez aux deux, c'est un équilibre ? C'est un équilibre, mais ce qui est plus difficile à imaginer, c'est comment, effectivement, le sentiment d'avoir... En fait, c'est la désirabilité de l'objet, moi, qui m'intéresse, que les gens aient envie de s'y approprier, parce que c'est l'ultime compliment. Merci beaucoup, José. Merci, Katharina. Petite entorse au régime aujourd'hui avec une balade cacaotée à travers la capitale gourmand et gourmet. Ouvrez les yeux. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et même fondu pour du chocolat. Attention aux gourmands! On vous voit venir, vous pensiez qu'on allait directement se jeter sur du chocolat. Sacré gourmand! D'abord, un peu d'histoire au musée du chocolat. C'est un musée qui retrace les 4000 ans d'histoire du chocolat, depuis les origines jusqu'à nos jours. Donc on va découvrir une collection de près de 1000 pièces historiques qui vont retracer toute cette histoire. Depuis les origines, les Pré-Olmèques, les Aztèques, les Mayas, jusqu'à nos jours, et devenir cette douceur que l'on consomme aujourd'hui tous les jours, un chocolat solide, alors que pendant près de 38 siècles, il était liquide. Le chocolat arrive sur le vieux continent avec pour première escale l'Espagne. La recette aztèque est alors bien édulcorée. On enlève les piments, on rajoute du sucre ou encore de la cannelle. Tout pour ne pas bouleverser le palais des Européens. Mais saviez-vous qu'en 39 siècles d'existence qu'on lui connaît, le chocolat était dégusté seulement par les élites ? Déjà chez les Aztèques et les Mayas, il va être réservé à l'empereur, à ses gardes, à toute la noblesse qui gravite autour de cet empereur. Et lorsque le chocolat va arriver en Espagne et puis se diffuser dans le reste des cours européennes, eh bien ce chocolat va être réservé toujours aux élites parce qu'il coûtera extrêmement cher. Il faudra le faire venir, c'est un cacao qui était déjà très très rare en Amérique du Sud et donc il sera encore plus sur le territoire européen et donc réservé aux personnes qui auront les moyens pour pouvoir en acheter, donc les rois, les princesses, les hautes personnalités de ces cours royales qui pourront consommer cette boisson. Il faudra attendre les années 50 et la révolution industrielle pour que le chocolat devienne la gourmandise de tous. Bon, fini la théorie, en route pour la pratique. Direction le 4e arrondissement de Paris, où le chocolat coule à flot, littéralement. Ce bar propose une expérience gustative tout en chocolat. 6 crus originaires d'Afrique et d'Amérique latine qu'il faut d'abord goûter pour choisir son favori. Chocolat au lait, chocolat noir, plus fruité, plus amer, plus sucré, chargé en cacao. Oui, on sait, c'est difficile de choisir. Mais une fois le chocolat sélectionné, enfin, si vous y arrivez, il se transforme en chocolat chaud et chocolat fondant pour accompagner une gourmandise. La maison propose même des glaces artisanales à tremper dans le chocolat. Aïe aïe aïe, quel supplice! Et ce n'est pas fini. Allons maintenant visiter la manufacture de chocolat du célèbre chef Alain Ducasse. Ici, la gourmandise est fabriquée de manière traditionnelle, depuis la fève de cacao jusqu'au produit final. Alors c'est un vrai savoir-faire puisque nous travaillons sur des machines anciennes, puisque notre objectif c'est d'avoir ce goût, cette recherche du goût originel
plus qu'original. Donc on a une équipe de chocolatiers torréfacteurs qui torréfient les fèves de cacao et qui fabriquent le chocolat. Et ensuite, on a une autre équipe qui transforme ce chocolat sous forme de tablettes, de bonbons de chocolat ou de gourmandises chocolatées, de fruits confits enrobés de chocolat, plein de gourmandises. Chaque fève sélectionnée a sa propre personnalité. Celle d'Indonésie sera plus fumée, alors que celle de Madagascar plus acidulée. Le goût du chocolat peut être apparenté à celui du vin, c'est une question de terroir. C'est pour ça qu'on a une quinzaine d'origines de fèves de cacao que nous utilisons. Et notre objectif, c'est de révéler le meilleur du goût de chacun de ces terroirs. À tous les fondus de chocolat, méfiez-vous, vous pourriez craquer à chaque coin de rue de la capitale. Plutôt bohème chic ou femme forte façon Frida Kahlo, chez les couronnes de Victoire ont fleuri toutes les têtes. Il n'est parfois pas si simple d'échapper à ses rêves de petite fille. Et les rêves de la créatrice des couronnes de Victoire l'ont rattrapée au début de sa carrière d'avocate. Lassée, Victoire Fabre, de son premier prénom Laurane, retourne à ses premières amours, les fleurs. Les fleurs, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est magnifique de déjà juste la fleur elle-même, et je trouve que les fleurs sur les femmes, c'est vraiment ce qui peut embellir une femme et la rendre encore plus belle. Pour moi, je vois ça vraiment comme un bijou. Et j'ai toujours aimé avoir des fleurs dans les cheveux. Au lycée, j'avais déjà ça. Même quand j'étais petite, je me faisais toujours des petites couronnes que je me mettais dans les cheveux. Et pour moi, c'est vraiment l'accessoire féminin et sensuel par définition. Victoire a écouté son âme d'enfant et lance les couronnes de Victoire en 2016. Elle confectionne des couronnes, mais également des barrettes, des peignes, des boucles d'oreilles, ainsi que des bracelets ou des boutonnières. Pour créer ces petits écrins, Victoire n'utilise ni fleurs fraîches ni fleurs séchées, et pourtant, ce sont de véritables fleurs. Alors, quel est son secret pour avoir des couleurs si éclatantes ? Alors en fait, au départ, j'utilise surtout des fleurs fraîches, mais j'étais hyper frustrée par le fait que les fleurs fraîches, ça fane en quelques jours. Et du coup, c'était beau sur le moment, mais 3 jours après, c'est fini. Je trouvais ça trop triste. Et en fait, mon père m'avait offert il y a longtemps une rose stabilisée. Et je l'avais depuis des années et des années dans ma chambre. Et je me suis dit, mais cette technique, je suis sûre qu'on peut l'appliquer à plein d'autres fleurs et qu'on peut en faire quelque chose. Pour stabiliser une fleur fraîche, il faut tremper la tige dans un mélange naturel d'eau et de sucre, puis attendre que la fleur boive le liquide. Le niveau s'est arrêté, c'est que la fleur a bu tout ce qu'il fallait et ça a remplacé la sève en fait. Et ce qui est assez long, c'est que c'est pas la fleur qu'on trempe dans l'eau, c'est vraiment le temps que ça monte dans la tige et que ça parcourt chaque ramification et chaque pétale en fait absorbe cette matière. Avec ce processus de stabilisation, vos couronnes d'un jour peuvent durer toute la vie. Et quand on regarde de plus près, on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous une fleur fraîchement cueillie. Le sous-sol de l'atelier est un véritable marché aux fleurs. Hortensia, gardénia, eucalyptus ou encore gypsophile. Pour chaque nouvelle collection, Victoire fait des croquis, essaye, joue à la coiffeuse, jusqu'à obtenir le résultat parfait. Chaque création est faite à la main, et une fois les fleurs stabilisées, Victoire peut commencer le montage. Pour une couronne, il faut d'abord préparer une base de fil de fer, recouverte par un adhésif, avant de pouvoir y ajouter, avec une grande dextérité, chaque fleur, pétale ou feuillage un à un. Ce que j'aime, c'est imaginer la silhouette globale et un peu le montage. Et c'est vraiment assez précis dans ma tête, mais c'est au moment où je fabrique le prototype que là, je vois vraiment comment les volumes vont se mettre en forme. Mais c'est pas figé sur le papier avant que je le monte. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on continue à créer au moment même du montage. Alors que je crois parfois avoir une idée très précise, mais finalement, en faisant, je vais faire évoluer le modèle. Les inspirations de Victoire sont multiples et elle les puise un peu partout. Parfois, c'est des femmes qui m'inspirent, par exemple des vieilles actrices ou des mannequins ou des créatrices que j'adore. Parfois, c'est des villes. Là, les 2 dernières collections, c'est lancé sur Barcelone et là, c'est Venise, la nouvelle collection. Victoire imagine aussi souvent la personnalité de chaque femme qui portera ses créations.
J'ai vraiment imaginé un peu, donc c'est une parure qui se mettra vraiment tout sur le côté, un peu les défilés Dolce & Gabbana hyper excentriques, un peu la femme forte avec des fleurs rouges vives. J'ai imaginé un peu une mariée qui aurait de la personnalité, quoi. Que vous soyez Frida Kahlo ou Belle Deschamps, Victoire colore vos crinières de fleurs que vous pourrez conserver toute votre vie. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!